En octobre 1987, les marchés actions américains ont dévissé de près de 23% en l'espace de quelques heures. Alors évidemment, les marchés américains n'ont pas été les seuls à être impactés. La plupart des économies développées ont été affectées par ce crash, qui reste historiquement le crack le plus fulgurant, on va dire, plus rapide dans l'histoire des marchés américains. Alors évidemment, la Réserve fédérale américaine a réagi assez rapidement. Elle a dit qu'elle ferait tout ce qui serait en son pouvoir pour soutenir évidemment la finance et puis l'économie. Et une dizaine de jours après, elle a baissé ses taux de 0,5%. Alors comme vous êtes censé le savoir, je pense, vous avez vu qu'il y avait une petite tempête la semaine dernière sur les marchés financiers. L'arrivée du coronavirus et son développement ultérieur a fait paniquer un peu tous les acteurs. Et on a assisté à une correction de 10 à 15% un peu partout. Cette chute, alors cette chute, elle est spectaculaire parce qu'elle est très rapide de la même façon. On a même vu un petit peu l'or qui a tangué parce que l'or a pris, puis après ça a chuté. Alors évidemment, on a dit que c'était des grosses mains qui avaient besoin de liquidité et donc qui ont commencé à vendre les bijoux de famille de façon un peu prématurée, mais parce qu'ils avaient besoin de cash. Mais bon, on a vu que ça tanguait quand même, sérieusement. Alors ce qui a surpris tout le monde, c'est que la Réserve fédérale américaine a réagi assez rapidement et contre toute attente, parce qu'ils ont fait une réunion surprise et ils ont annoncé, de la même façon qu'en 1987, une baisse des taux de 0,5%. Alors ça a surpris tout le monde, évidemment, parce qu'on s'y attendait absolument pas. Réaction des marchés, ça a monté un peu, puis ça a redescendu, parce que les mecs se sont dit, oulala, nous cacherait-on quelque chose? Pourquoi la Réserve fédérale décide de réagir de façon aussi soudaine, alors que par ailleurs, elle doit tenir une réunion qui fait partie de son calendrier le 17 ou le 18 mars prochain, je crois. Donc par anticipation, 15 jours avant, pour ce qui semblerait être une simple correction de 10%, on n'est pas au niveau du crack de 87 avec ses 23%, on est encore un peu loin. La Réserve fédérale décide d'agir tout de suite et contre toute attente baisse ses taux de 0,5%. Donc évidemment, les gens se sont dit, il y a anguille sous roche. Et on est en droit effectivement de se poser cette question parce que il faut quand même rappeler certains éléments. On sait déjà qu'on est dans un système financier et économique qui est fragile. La croissance, elle est payée avec de la dette, voilà, tout simplement. On a un système financier qui est quand même sur la tangente. J'ai déjà parlé de cette fameuse crise des repos sur le marché américain avec les bancaires européennes qui sont un petit peu à la cave parce qu'elles sont quand même sous-capitalisées, entre autres, et puis tous ces actifs un peu pourris qui traînent partout. Donc on a quand même une potentielle crise latente qui traînaille depuis quelques trimestres, on va dire. Et donc là, la Réserve fédérale agit de façon assez bizarre, et il faut rappeler quand même que l'année dernière, en plein boom de l'économie américaine, c'est-à-dire à un moment où c'est la seule économie finalement au niveau du monde qui cartonne, où on a un taux de chômage historiquement bas, même les Blacks et les Latinos voient leur taux de chômage qui n'a jamais été aussi bas sous l'affreux Trump, donc c'est quand même assez étonnant. Dans ce contexte favorable, la Fed avait déjà baissé ses taux de 0,75% avec plusieurs baisses successives. Et ce genre d'outils financiers, en général, est utilisé dans un environnement économique qui est défavorable. Et là, elle est déjà utilisée alors que, logiquement, il n'y a pas de raison de le faire, l'économie va bien, etc. Donc, évidemment, tous les acteurs sur les marchés financiers se sont dit « qu'est-ce qui se prépare ?» Qu'est-ce qui se prépare? Voilà. Alors, il faut quand même faire un petit rappel par rapport à ces taux directeurs de la Réserve fédérale et voir que, en fonction des différentes crises qui sont succédées ces dernières années, ça reste une marge de manœuvre privilégiée des banques centrales, baisser ses taux, baisser le coût de l'argent pour pouvoir relancer la finance et l'économie. Alors, on l'a vu. Alors, j'ai pris des chiffres quand même, parce que c'est quand même assez intéressant de voir ça. En 87, quand la Réserve fédérale américaine a baissé ses taux de 0,5%, il faut voir que les taux, déjà, étaient à la base à 7,25%. Donc les taux étaient à 7,25%. La Réserve fédérale les baisse à 0,5% juste après le crack, histoire de rassurer tout le monde et puis de relancer la finance et l'économie par voie de conséquence. En l'an 2000, la crise des dot-com, qu'on appelle ça, voilà. Les taux à l'époque étaient à 6,5%. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure, ces taux réduisent. Donc la marge de manœuvre par voie de conséquence des banques centrales
elle-même se réduit, hein, il faut quand même le voir. En 2007, la crise des subprimes, qui n'est pas si lointaine que ça, eh bien les taux à l'époque étaient à 5,25%. Ça décroît quand même, hein. Et là, en 2020, eh bien, rassurez-vous, on ne va pas pouvoir baisser beaucoup parce qu'on est à 1,75%. Et ça, avant la baisse de la Fed initiée il y a quelques jours. Donc maintenant, on est à 1,25, ce qui ne fait pas lourd, hein. Il faut quand même se dire que dans la plupart des récessions, la baisse de taux, eh bien, elle descend jusqu'à 4-5%, on va dire. Donc je ne sais pas où ils vont aller les chercher, parce que déjà en Europe, on est en territoire négatif. Donc si à 1,25%, on enlève 4% pour tenter de juguler une récession, ça nous emmène en territoire fortement négatif. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que là, on s'oppose à quelque chose qui n'a jamais existé finalement dans l'histoire, hein. Je ne vais pas vous refaire le sketch. Mais si vous voulez, si moi je dispose de 1000 euros aujourd'hui que je peux consommer et que vous avez besoin de ces 1000 euros, vous me demandez de les prêter, je vous dis ok. Mais comme je me prive de cette consommation de façon immédiate, dans 2 ans, je veux les récupérer avec un petit bonus de 200 euros. Donc je veux récupérer 1200 euros. C'est ça les taux d'intérêt, c'est le coût de l'argent. Et ça paraît logique, je me prive d'une consommation immédiate pour pouvoir avoir plus d'argent dans quelques temps. Là, avec les taux négatifs, la chanson, elle ne va pas être la même, hein. Je vais vous prêter 1000 euros, puis dans 2 ans, vous allez me rendre 800. Donc qu'est-ce qu'un être normalement constitué ferait dans ce cas-là? Bah, dirait non, je préfère consommer mes 1000 balles aujourd'hui plutôt que de récupérer 800 dans 2 ans et de me priver. C'est complètement con. Donc si vous êtes amené à le faire, c'est parce qu'on va vous forcer à le faire, très concrètement. Donc dans certaines banques, on voit déjà que les dépôts sont taxés, hein, à cause des fameux taux négatifs. Donc en clair, avoir de l'argent à la banque, ça vous coûte de l'argent. Topissime. Donc qu'est-ce qui va se passer? Regardez les documents de travail de la BCE, par exemple, hein, la Banque Centrale Européenne. Ils ont déjà prévu toute une série de mesures qu'ils pourraient mettre en place en cas de problème économique, de récession, où effectivement, eh bien, on ne vous rendrait pas votre pognon comme ça, vous voulez payer en cash, vous voulez retirer de l'argent, on va vous mettre une petite taxe dessus, vous voulez retirer 1000, vous donnez 950, enfin il y a toute une série de mesures, et dont le passage à la monnaie électronique, hein, qui serait évidemment une des conséquences de ces crises. Parce que dites-vous que si vous payez avec un truc équivalent au Bitcoin, mais contrôlé par l'État, hein, c'est pas la peine de commencer à investir là-dedans, rassurez-vous. Un jour viendra où l'État sonnera, les États sonneront la fin de la récré, hein. Et la monnaie, c'est un outil de contrôle aussi, donc, et du pouvoir. Donc ça ne peut pas être indépendant des États, hein. Les États ne se laisseront pas faire par rapport à ça. Donc qu'est-ce qui se passera? Eh bien, vous passerez au format électronique. Et puis là, à ce moment-là, eh bien, en plus du fait d'être fliqué, de savoir ce qu'on fait à tout moment, on pourra être taxé directement, ce sera la retenue à la source, hein. On pourra décider de votre mort économique de façon immédiate en appuyant sur un bouton. Enfin bref, vous serez complètement esclave là pour le coup, hein. Ça c'est clair, hein. Donc, voilà, donc c'est cette suppression du cash, hein, qui est un des vœux de nos dirigeants, hein, depuis toujours, depuis très longtemps. La technologie peut nous permettre de l'envisager maintenant, hein, pour notre plus grand bien évidemment, hein. Donc voilà, ça risque de se diriger vers ça. Alors dans le cadre de cette crise, parce que ça en est une quand même, hein, à mon sens, elle serait arrivée d'une façon ou d'une autre. Là, c'est le coronavirus. Alors pour l'instant, vous avez vu, hein, comment cet événement est réutilisé, parce qu'évidemment, nos opportunistes de service, ils voient tout de suite un intérêt, hein, c'est évident. Mais en attendant, effectivement, on ne sait pas comment ça peut se développer. Le virus peut muter, il peut être beaucoup plus, entre guillemets, foudroyant que ce qu'il est là aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, entraîner une crise financière qui, de toute façon, serait venue d'une autre façon un peu plus tard. Dans tous les cas de figure, moi, je vais essayer de vous proposer plusieurs scénarios, là, qui sont liés directement au développement de ce virus et puis à la réaction des différents acteurs, c'est-à-dire des institutionnels et puis des acteurs économiques, des citoyens, nous, hein, et ce qui peut se produire ou ce qui pourrait se produire dans les mois qui viennent et les années à venir. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors dans le cadre du premier scénario qu'on peut envisager, on va dire que le virus se développe, pas beaucoup plus qu'aujourd'hui, ça commence à se tasser au bout de quelques mois. Les banques centrales vont baisser les taux pour arriver quasiment à zéro, voire un petit peu en dessous. Ils vont relancer un petit peu
l'économie avec de la dette, hein, donc du déficit budgétaire. Bon, au point où on en est, de toute façon, ça en rajoutera un peu plus, hein, on va dire. Et puis derrière ça, bah, il y aura peut-être des injections de liquidités avec des QE, des quantitative easing, comme ça s'est déjà fait, etc. Grosso modo, le premier semestre sera pas terrible, parce qu'évidemment, comme l'usine du monde est à l'arrêt, ça va engendrer des problèmes économiques aussi dans nos économies, puisque comme tout vient de là-bas, ça va être compliqué aussi ici également, hein, en Europe, voire aux États-Unis, dans une autre mesure. Mais bon, il y aura une forme de récession, une petite récession. Les banques centrales finalement auront réussi leur coup si le mouvement de panique s'arrête et que les acteurs économiques font confiance en l'action des institutions et des institutions monétaires et politiques, hein, voilà, financières et politiques. Donc du coup, ça rentrera dans l'ordre. On aura évidemment une baisse, mais après, ça risque de repartir, on va dire. Alors cette baisse, elle risque de se manifester déjà forcément à la fin vers fin mars-avril, on va dire. Mais après, ça peut redémarrer, hein, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le premier scénario qui est, bon, on va dire le plus soft. Dans le cadre du deuxième scénario, par contre, là, le bug augmente, le virus se développe. On a des millions de gens qui sont infectés. On a effectivement peut-être un taux de mortalité qui va rejoindre celui de la grippe saisonnière, hein. Et puis, si on a quelques individus de tranche d'âge et de conditions physiques qui ne sont pas censés mourir des suites de ce virus, bah là, on aura un mouvement de panique qui va continuer à se développer et on aura un impact beaucoup plus fort, évidemment, sur l'économie et sur la finance. Donc du coup, quelle va être l'action des banques centrales et des politiques? Ça va être exactement la même que dans le cadre du premier scénario, hein, évidemment. Dans un premier temps, il va y avoir une baisse des taux. On va arriver à des taux à zéro, légèrement en dessous, un peu partout. On va avoir une politique de relance avec du déficit budgétaire. On va avoir du quantitative easing, on va injecter des liquidités. Mais si la panique continue, eh bien, les banques centrales ne pourront pas enrayer justement cette chute. Et puis, les marchés continueront à baisser. Derrière, vous avez tout un flot de problèmes qui étaient latents, qui vont continuer à se développer et voire même qui risquent de sortir à ce moment-là. Je vous rappelle qu'on a effectivement des marchés, notamment américains, qui sont surévalués. On a des banques européennes qui sont sous-capitalisées. On a des actifs financiers un peu pourris qui traînent partout. Je vous rappelle le cas de la Deutsche Bank, hein, qui est quand même problématique, hein. Essayez de vous documenter sur Internet, vous verrez. Donc en général, comme disait le grand Chirac, les emmerdes volent en escadrille. Et bien, quand il y a une brèche comme ça qui s'ouvre, eh bien, vous avez tout le reste qui s'engouffre, hein. Donc c'est un scénario envisageable. Donc derrière, si les autorités n'arrivent pas à juguler cette perte de confiance va s'amplifier. On va avoir une chute des marchés actions un peu partout. Alors, on peut envisager une baisse de 50 à 80%, hein, ça ne serait pas complètement idiot, hein, très clairement. Et puis derrière, qu'est-ce qui va rester aux banques centrales et aux autorités pour juguler cette crise? Eh bien, on va affréter tout simplement des hélicoptères, hein, mettre du pognon dans des sacs et puis les distribuer directement dans la rue aux gens pour qu'ils aillent consommer, hein. Je veux dire, allez-y, dépensez de la thune, faites tourner l'économie. Alors, évidemment, là, jusqu'à présent, l'argent a toujours été injecté dans les marchés financiers, hein. C'est la relance, par le quantitative easing et autres, hein, depuis 2009, hein, depuis la sortie de la dernière crise. L'argent qui a été injecté n'a fait que servir, on va dire, les gens qui avaient déjà beaucoup d'actifs et qui ont pu investir de cette façon-là, avec un coût de l'argent très faible, d'où effectivement le développement de toutes ces bulles. Alors toutes ces bulles, que ce soit dans les actions ou dans l'immobilier, elles vont se dégonfler, ça va faire pchit, ça c'est évident, mais derrière, la monnaie, elle va se dévaluer forcément, et puis ça c'est des scénarios de dévaluation monétaire, hein. On les voit en Amérique latine, on les a vus en Allemagne dans les années 20, on peut observer un peu partout, donc vous savez déjà qu'est-ce que ça engendre, hein, derrière, hein. Donc perte de confiance évidemment, dévaluation de la monnaie, et puis derrière on risque d'avoir un cycle d'hyperinflation, c'est inhérent à ce genre de scénario, hein. Et donc il faudra sortir de ça
Alors la sortie de crise qui pourra se présenter pour nos dirigeants, bah, c'est déjà peut-être dans un premier temps de réussir à mettre en place des mesures qui visent à supprimer le cash. Parce que, évidemment, pour votre bien, je vous rappelle que les virus avec les petits doigts crochus s'accrochent aux billets de banque et aux pièces, et puis ça ne peut pas être bon, puisque ça circule dans la population, tout ça. Donc à ce moment-là, si on supprime tout ça, eh bien on limite fortement une possibilité de pandémie plus importante, et puis on passe à l'argent électronique. Alors évidemment, l'autre face de la médaille, c'est que quand on passe au tout dématérialisé, bon, bah, ça sera quand même beaucoup plus facile pour vous taxer. Là, à ce moment-là, on passe en territoire complètement négatif. Donc là, vous ne pouvez plus retirer d'argent, ça n'existe plus. Donc bah, on prélève directement les taxes à la source. On vous flique encore un peu plus. Et puis, évidemment, on peut également vous assigner une mort sociale et économique très facilement en appuyant d'un clic de souris. Voilà. Et là, vous serez complètement esclave, ça sera fini, ça sera terminé. Donc ça, on peut éventuellement penser à ce genre de développement. Et puis derrière, évidemment, ça ira avec, il y aura un reset monétaire. C'est évident, vous avez vu cette courbe des taux qui diminue au fur et à mesure. Les marges de manœuvre restent étroites. On sait que ce système arrive en bout de course. Et donc l'idée derrière, ça serait un grand reset monétaire. On passe à la monnaie électronique. Alors je vous vois déjà venir avec vos bitcoins. Ce n'est pas la peine de rêver, les gars. Je pense que voilà, la monnaie, ça reste un instrument de pouvoir. C'est lié aux puissants. Je ne vois pas les États du tout laisser se développer un truc comme ça sans qu'ils aient la main mise dessus. Donc il y a un moment, ils vont sonner la fin de la récré et vous pourrez vous asseoir sur vos 1 et 0, sur vos bits, sur vos bitcoins. Et ça sera terminé, vous utiliserez ceux produits par l'État. C'est comme ça. Donc voilà, et là, à ce moment-là, ça ne sera pas terrible pour nous, très clairement. Alors évidemment, on ne peut pas envisager tout un tas de scénarios sans évoquer celui qui est cher à nos survivalistes, le scénario à la Mad Max, parce que évidemment, ça peut être aussi un cas de figure où, dans l'enchaînement de la crise et dans le déroulé de la crise, la perte de confiance, elle soit totale. Et puis là, on assiste à des banqueruns, comme on le voit par exemple au Liban depuis quelques temps. Ce qui ne serait pas complètement impossible chez nous non plus. Je vous rappelle qu'il y a eu des précédents déjà par rapport à la crise en Grèce en 2011, il y a eu Chypre, il y a eu un tas de trucs comme ça. Donc ne vous croyez pas complètement à l'abri de quelque chose de plus compliqué. Alors comme je le dis toujours, évidemment, le crash qui vient s'accompagne de tout un faisceau de problèmes qui engendre un effondrement bien plus important. Donc je vous laisse revoir un petit peu le terreau propice à quelque chose de beaucoup plus catastrophique. Une chaîne d'approvisionnement en circuit long comme ça qui capote très très vite. Et on le voit déjà, la Chine étant à l'arrêt, il y a beaucoup de produits qu'on ne reçoit pas. Il y a des médicaments qu'on fait fabriquer là-bas. Comment on fait si on n'en dispose pas ici? Enfin, vous voyez que tout système complexe, tout système très complexe, et on est dans un système complexe, est éminemment fragile. Et donc on prend effectivement le risque d'un crack plus important. Alors après, je ne vous fais pas le couplet sur le socle social déliquescent de nos démocraties occidentales. Avec ces minorités, on va dire, ces communautarismes qui peuvent à un moment s'exacerber. Donc ça, effectivement, il peut y avoir plein de choses, il peut y avoir plein de problèmes derrière. Donc le scénario à la Mad Max, il n'est pas complètement idiot, il faut le garder en tête, et puis se dire que même s'il n'est évidemment pas souhaitable, il est probable. Alors, quelle probabilité là-dedans par rapport à ces scénarios? Je pense que le second scénario est le plus probable, à mon sens. Maintenant, on n'en sait rien. On peut juste dire, je mets tant de pourcents sur celui-ci, tant de pourcents sur celui-là. Maintenant, quand on voit ce qui s'est passé sur les marchés financiers la semaine dernière, c'est une démonstration excellente de ce qu'on appelle le Black Swan, donc le cygne noir, qui a été théorisé par Nassim Taleb, entre autres, qui dit tout simplement que oui, le risque, c'est une distribution classique, avec des probabilités en fonction de problèmes identifiés. On se dit, il y a tant de pourcents que ça arrive de là, et on est tous là à se dire, oui, ça peut venir des banques européennes, ça peut venir de la surcapitalisation, de la survalorisation des actions américaines, ça peut venir du surendettement des pays, la crise peut venir de plein de choses. Puis d'un seul coup, il y a un virus qui débarque, un mouvement de panique qui s'opère, et puis là, poum,
ça chute, et puis cette chute, elle est alimentée par tous ces faisceaux de problèmes qui avaient été identifiés auparavant. Et puis, par contre, on ne l'attendait pas, hein. Personne n'a dit qu'on pourrait avoir un virus qui vienne faire capoter un petit peu la machine ponctuellement. Donc, je pense qu'il faut rester humble dans ces cas-là. La meilleure des choses à faire, c'est évidemment d'évaluer les différents scénarios possibles, et puis de se positionner ou d'avoir des billes dans chaque cas en se disant, bah voilà, là au moins je peux plus ou moins me refaire s'il y a tel ou tel ou tel scénario. Et puis au-delà de ça, garder de l'humilité parce que évidemment, comme dit, il y a toujours une part de chance énorme. Vous ne pouvez pas vous dire je suis survivaliste et je suis indépendant total, je peux subvenir à mes besoins. C'est pas vrai. On fait partie toujours de groupes. Quand vous avez une rage de dents, eh bien, vous êtes bien content de trouver un dentiste équipé avec les connaissances nécessaires pour vous soulager. S'il s'agissait d'aller chercher une pince dans la trousse à outils du garage pour le faire vous-même, ça serait quand même plus compliqué, c'est pas à la portée de tout le monde. Et puis vous êtes dans un environnement social malgré tout, donc voilà, on est interdépendant, c'est comme ça. Donc à partir de là, évaluer des scénarios, se positionner dans le cadre de ces différents scénarios et conserver de l'humilité en se disant que il faut aussi un petit peu de chance, voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, à plus.